Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du dimanche. Pour commencer ce journal, 107 industries ont été implantées à Madagascar durant ces 3 dernières années, suivant le défi et la vision de l'État malagasy et du président de la République que l'ONIDI a élaboré durant la conférence de 2019 pour promouvoir et considérer l'industrie comme étant un élément fondamental de l'économie et de l'autonomie de Madagascar. Les industries créées à Madagascar concernent plusieurs domaines, si l'on ne cite que la lutte contre la malnutrition grâce à la mise en place de NutriSud à Tolangar et de Pharmalagas dans la lutte contre la Covid-19. Retour en images sur la cérémonie de remise de trophées de champion à l'industrialisation à Vienne du président de la République, Andrzej Duda. En 3 ans, à Madagascar, nous avons implanté 107 unités d'usines industrielles. Des projets prioritaires sont actuellement mis en œuvre. En termes d'agro-industrie, l'implantation depuis 2020 d'une usine qui s'appelle les minoteries de l'océan Indien, la plus grande minoterie de la région indo-océanique, permet à Madagascar d'atteindre l'autosuffisance en farine avec un rendement de 1200 tonnes par jour. Dans l'industrie sucrière, depuis 2019, nous avons relancé la production grâce à la remise en marche de l'usine sur la côte est du pays et l'implantation de 2 nouvelles unités industrielles dans le sud-ouest et dans l'est du pays qui produiront 140 000 tonnes de sucre par an. L'opérationnalisation de ces 2 unités de production nous permettra d'atteindre plus de 250 000 tonnes de production de sucre annuellement, sachant que la consommation annuelle nationale est de 200 000 tonnes. Cela va donc nous permettre d'aller vers l'exportation. C'est un grand défi, avec fierté que je l'annonce, que l'industrialisation de Madagascar est en marche. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, nous avons inauguré une usine sucrière sur la côte ouest de Madagascar, dans la région de Boué, un projet réalisé grâce à la collaboration avec l'ONUDI, une unité de production avec une capacité de 60 tonnes par jour. Il s'agit de la 2e usine opérée par des jeunes entrepreneurs malagasy qui ont été sélectionnés. Lors de la crise sanitaire de la Covid-19, nous avons monté une usine Pharmalagas, c'est une usine pharmaceutique. Nous l'avons montée en 3 mois. C'est un défi. On me surnomme TGV, je suis un homme qui aime les défis et qui travaille assez vite. Pour ainsi, donc, l'implantation de cette usine Pharmalagas, l'objectif c'est de transformer la situation de crise en opportunité afin d'exploiter notre richesse en biodiversité. Le sud de mon pays subit depuis 1932 des périodes de famine récurrentes, raison pour laquelle nous avons mis en place l'usine de production de compléments alimentaires qui s'appelle NutriSud, implantée par l'association FITI, dirigée par mon épouse ici présente. Chaque année, NutriSud produira 600 tonnes de compléments alimentaires, soit 8 millions de dosettes de solutions nutritionnelles qui pourront bénéficier à 120 000 enfants dans les cantines scolaires et ceux victimes de malnutrition chronique. Nous avons également créé le programme Titre Vert qui consiste à l'octroi d'une parcelle de 1 hectare pour chaque jeune agriculteur que nous avons appelé des entrepreneurs modernes. Leur installation comprend, comme vous le voyez sur la vidéo, une étable avec une vache laitière pour l'élevage, du matériel agricole
et un système d'irrigation de goutte à goutte pour leur surface culture. Nous avons institué l'opération certificat foncier pour limiter l'exode rural, pour sécuriser les terres et encourager surtout les paysans à se professionnaliser dans l'agriculture. Notre objectif est d'atteindre la distribution de 2 millions de titres fonciers jusqu'à la fin de l'année 2023. C'est un grand défi et Madagascar sera l'unique pays en Afrique à faire ce genre de programme pour se rapprocher des paysans et des agriculteurs et les aider à sécuriser leurs terres. Notre plus grand challenge reste quand même celui de redevenir le grenier rizicole dans l'océan Indien que nous détenions dans les années 70 et 80. Pour ce faire, nous projetons d'étendre nos surfaces cultivées de 100 000 hectares afin d'augmenter la production de cette denrée qui est la base de notre alimentation, donc pour atteindre les 500 000 tonnes de riz supplémentaires afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, chaque jour, 92% de la population malgache utilise encore le charbon de bois et bois de chauffe pour faire cuire le repas. C'est une pratique courante à Madagascar, mais aussi et surtout sur le continent africain. C'est dans cette perspective que ce programme entend protéger la forêt et nos populations. Une famille utilisant le charbon de bois ou le bois de chauffe détruit environ 1 hectare de forêt par an. Pour lutter contre cette déforestation due à cette coupe de bois intempestive, l'État malgache met en place ce programme MIAR pour équiper 250 000 familles en réchaud bioéthanol en 2 ans afin de préserver 250 000 hectares de forêt chaque année. D'ailleurs, je salue le fonds de l'OPEP et ainsi que l'ONUDI qui va nous accompagner dans ce programme. Le plan d'émergence de 2030 du Madagascar est un moyen pour la croissance durable, c'est un modèle aussi pour d'autres pays. Et vous êtes un président jeune et dynamique, vous avez une vision pour votre pays, vous êtes un jeune dirigeant dans ce continent africain. Et donc il y a beaucoup d'espoir dont vous êtes investi, Monsieur le Président. L'énergie et l'eau, l'industrialisation, la numérisation est extrêmement importante. Une agriculture moderne, modernisée, en tant que champion de la DDDIA, j'attends que vous soyez le champion de la promotion de ce développement en Afrique. Et nous, ONUDI, allons aider votre pays, Madagascar. Je mesure pleinement cette consécration en tant que champion de l'industrialisation africaine. Je suis encore honoré de faire partie des rares dirigeants africains à qui a été décerné ce privilège. Et je m'engage à promouvoir une industrialisation inclusive, équitable et durable, non seulement à Madagascar, mais également être un moteur pour l'Afrique tout entière. J'aimerais aujourd'hui porter le flambeau de tout le continent africain. Chers dirigeants, chers leaders, réveillons-nous, industrialisons nos pays, exploitons et transformons nos ressources. Pour ma part, je suis engagé à mener cette lutte avec un leadership et une détermination exemplaire. Une fois de retour au pays, je serai fier d'annoncer à l'ensemble de la population malgache que Madagascar est maintenant en lumière comme champion de l'industrialisation en Afrique.
Dans la page culturelle, Michaela, la représentante de Tuamasin dans la compétition musicale La Voix d'Or organisée par la chaîne Viva et sacrée Voix d'Or 2022, elle remporte donc le voyage à Disneyland Paris qui est le grand lot de cette compétition. Les 9 finalistes ont également reçu leur lot. Cette édition de La Voix d'Or a été particulière. En effet, les finalistes participeront au concert du groupe Mahaleu à Nsamanch le 4 septembre prochain. Andunena Martina sur les images de Viva Prod. 9 finalistes ont participé hier à l'Arena Ivanch et à la finale de la Voix d'Or 2022. Les chansons du groupe Mahaleu ont été interprétées par les candidats finalistes pour honorer le 50e anniversaire du groupe. Comme il s'agit d'une compétition, le jury, notamment Melki, Zozob et Coach Feed, leur ont directement attribué une note. 4 d'entre eux seulement ont été qualifiés pour la deuxième étape de la finale. Izy telo zany Irinia, Michaela, Sarobidy ny tafakatra amin'ny dingana manaraka dia Michaela. Valimbavaka. Ny tafiakatra amin'ny dingana manaraka zany amin'ny Mirindra Sabrina dia Mirindra. Ivtina. Les filles se sont donc confrontées, mais cette fois-ci en chantant en duo avec les membres du groupe Mahaleu, Dam et Bekutu. Nufi tikarua Kelela denalala Sani fafate sana Oh 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 Rifara keli mani beriche Chacune a montré son talent et sa capacité, mais 2 d'entre elles seulement ont été qualifiées pour la grande finale en attendant la délibération du jury. Des artistes ont animé la scène, dont des gagnants des précédentes éditions de la Voix d'Or. Valimbavaka et Michaela se sont confrontés pour le duel final avec le titre Damba du groupe Mahaleu. Bien qu'elles ont toutes les deux une voix d'or, seule l'une d'entre elles obtiendra le titre de la Voix d'Or 2022. Ka hotononina amin'izay ara ny hoe iza no mpandresin'ny La Voix d'Or
spécial fankalazana ny fahadimapolo taona ny tarika maleo a mpandresin'ny la voix d'or 2022 zany dia i Michaela, la candidate représentante de la région Atsinan-Tuamasin, est donc sacrée la Voix d'Or 2022. Elle partira donc à Paris pour la visite de Disneyland, qui est le grand lot de la compétition. Quant à Valmbavak, elle a gagné un séjour pour 4 personnes au Kimoon Resort de Mourndav. Mais les 9 candidats ne sont pas repartis les mains vides dans cette compétition et ont obtenu chacun leur cadeau. De plus, le groupe Maleu leur a également offert un cadeau spécial, une participation au concert du groupe le 4 septembre prochain. Après la Voix d'Or 2022, la chaîne Viva organisera la compétition musicale F5 pour former un groupe de 5 filles. Concernant la situation de la Covid-19 dans le pays durant la semaine du 6 au 12 août dernier, 42 nouveaux cas ont été recensés dans tout Madagascar. Selon le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé publique, 87 personnes ont été guéries de la maladie et 2 patients présentent des formes graves. Une personne a succombé à la maladie. 38 des 42 cas viennent de la région Analamang, un cas pour les régions Atsimoadjevan, Bouéni, Diana et Itassi. Dans la page sportive, la file a été longue tôt ce matin au niveau des palais des sports et de la culture Mahamasn pour les spectateurs de la finale de l'Afro-Basket U18 masculin qui oppose les Ankway de Madagascar aux Pharaons d'Égypte alors que l'ouverture du portail était prévue pour 11h. Anduniana Martina. Cette photo avec cette longue file de spectateurs a été prise vers 5h20 ce matin devant le Palais des Sports et de la Culture Mahamasn, une file qui va jusqu'à Mahamasn devant l'institution Sainte-Famille. Quelques-uns sont même venus vers 1h du matin, selon leur tir aujourd'hui. Comme pour les Barias de Madagascar, l'exploit des Ankway de Madagascar ravive la fierté nationale, l'espoir, mais surtout la solidarité chez les Malagasy. Certains supporters sont même venus de loin pour supporter les Ankway pour cette grande finale. Le portail a été ouvert à partir de 11h du matin. L'entrée était bien organisée et s'est passée en toute sécurité. Comme nous venons de suivre en direct sur Viva, l'Égypte est sacrée championne d'Afrique de basketball U18, catégorie masculine. Madagascar se retrouve ainsi à la seconde place. L'Égypte a battu Madagascar avec un score final de 81-54 lors de la finale qui s'est déroulée cette fin d'après-midi au Palais des Sports de Mahamasn. Les Ankway de Madagascar ont bien joué en début de match, comme à son habitude, mais à 3 minutes avant la fin du premier quart-temps, les joueurs malagasy ont un peu relâché et ne sont plus arrivés à assurer les attaques. Leur adversaire a su profiter de cette baisse de performance des Malagasy pour creuser l'écart. Le jeu des Malagasy n'a pas changé lors du deuxième quart-temps, tandis que les Égyptiens ont repris confiance. L'écart s'est de plus en plus creusé pour finir à 41-21 en faveur de l'Égypte à la mi-temps. Au début du troisième quart-temps, les Malagasy sont revenus dans le jeu, mais ce n'était que pour un court moment. Les Égyptiens ont gardé l'écart. Les Malagasy ont été donc vaincus par les Égyptiens. Néanmoins, les Ankway de Madagascar n'ont pas pour autant démérité, car c'est le plus beau résultat en U18. Mieux, Madagascar participera à la mondiale U19 en 2023. Toujours dans ce domaine, le Mali est officiellement champion d'Afrique de basket U18, catégorie féminine, suite à sa victoire par 86-54 contre l'Égypte lors de la finale de l'Afro-Basket à Antsirabe. Le match était tendu, mais les Maliennes ont enchaîné les tirs 3 points. Les supporters maliens étaient également nombreux. Jameson Aranjanarmanan, Viva Antsirabe.
La finale de l'Afrobasket U18 opposant le Mali à l'Égypte, catégorie féminine, a été au centre de l'actualité à Antsirabe. Plusieurs supporters sont venus pour les Maliennes. Le match était tendu, mais les Égyptiens n'ont pas pu faire face aux attaques maliennes, notamment les nombreux tirs 3 points maliens, les conduisant à la victoire. L'écart score commençait à être visible lors du deuxième quart-temps, 38-54. Les Maliennes ont enchaîné les 3 points, atteignant les 86-54 à la fin du match. Un score de victoire pour le Mali, qui est donc sacré champion d'Afrique de basket U18, catégorie féminine. Passons maintenant aux actualités internationales. Au moins 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui s'est déclaré ce jour dans une église du Caire. Selon les autorités ecclésiastiques coptes, le ministère de la Santé égyptien, quant à lui, a indiqué dans un communiqué avoir recensé 55 victimes. France 24. L'incendie a débuté ce matin un peu avant 9h dans le quartier d'Imbaba. Imbaba, c'est un quartier populaire sur les bords du Nil, à l'ouest du centre-ville du Caire. Et c'est un climatiseur qui aurait pris feu et qui serait à l'origine de cet incendie. Les secours ont reçu le premier appel pour mentionner l'incendie à 8h57. Immédiatement, 4 camions de pompiers ont été dépêchés sur place afin de tenter de contenir l'incendie. Et toute la matinée, des dizaines d'ambulances se sont relayées pour transférer les victimes vers les hôpitaux les plus proches. Le ministère de la Santé vient de publier un communiqué dans lequel il fait état de 55 victimes transférées dans les hôpitaux les plus proches, parmi lesquelles 41 morts, et parmi ces morts de nombreux enfants, car il faut savoir qu'une partie de l'église, une annexe, était occupée par une garderie, une crèche qui recevait là tous les jours de nombreux enfants et leurs familles, des enfants qui pourraient être les premières victimes de cet incendie. Claire Ouillot, correspondante de France 24 au Caire, merci à vous pour vos précisions. La vieille ville de Jérusalem a été le théâtre d'un attentat, une fusillade contre un bus à proximité du mur de lamentation. Selon les autorités israéliennes, l'attaque a fait au moins 8 blessés. Le secteur a été bouclé. La police annonce l'arrestation d'un suspect. Un journal israélien indique qu'un Palestinien de 27 ans s'est rendu, mais les autorités doivent déterminer s'il s'agit bien du tireur. En attendant qu'on en sache plus, écoutez les premiers témoignages. 3 personnes étaient dans un état critique et d'autres légèrement blessées. Il y avait un bébé que nous avons mis hors de danger et tous ont été transférés à l'hôpital pour être soignés. L'assaillant de la Salman Rushdie, Haïti Matar, un jeune Américain d'origine libanaise, a été présenté à un juge de l'État de New York devant lequel il a plaidé non coupable de tentative de meurtre de l'écrivain. Ce dernier est toujours hospitalisé dans un état grave, mais il a pu dire quelques mots hier soir. France 24. Cela peut surprendre puisqu'il a effectivement été vu par une quantité de témoins. L'homme répond au nom d'Adi Matar. Il a été effectivement inculpé pour tentative de meurtre après avoir été présenté à un juge de l'État de New York devant lequel, vous l'avez dit, il a plaidé non coupable. On sait qu'il a 24 ans, qu'il est d'origine libanaise, de confession chiite et vivait jusqu'à récemment dans l'État du New Jersey, donc tout près de New York. L'enquête a immédiatement été confiée à la police fédérale, comme c'est habituellement le cas lorsqu'un crime revêt un caractère international. Or, c'est évidemment le cas. Sans présager des conclusions de l'enquête, les autorités communiquent volontiers sur le caractère religieux de l'attaque, évidemment, qui apparaît selon toute vraisemblance comme le mobile de l'agression. Matar était un admirateur de l'ayatollah Khomeini, également une information communiquée par les autorités, mais ce qui a déclenché les réactions les plus vives ici, c'est la nouvelle selon laquelle la presse iranienne, la presse proche du pouvoir à Téhéran, a rendu hommage à l'agresseur et au fait qu'il s'était acquitté de la fatwa formulée il y a 33 ans par le père de la révolution iranienne, l'ayatollah Khomeini. Ici à Washington, comme dans toutes les grandes démocraties occidentales, le soutien à Salman Rushdie est évidemment absolument unanime. La Maison-Blanche salue son engagement, je cite, son courage et reformule son attachement indéfectible à la liberté d'expression.
Étudiante en 3e année de médecine à Kaboul, au moment de la prise de la capitale afghane par les talibans, Fatemeh Abdali a rapidement dû fuir en France. Exilée à Paris, elle se remémore comment ses espoirs se sont effondrés le 15 août 2021 et explique l'objectif ultime qu'elle poursuit, rentrer un jour dans son pays, libéré des talibans avec ses compétences en français et son diplôme en poche. France 24. À 23 ans, Fatima repart de zéro. Elle prend des cours de français proposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour se remettre à niveau et pouvoir poursuivre ses études. C'est mon objectif de compléter mon niveau A1 en français cette année. À Kaboul, elle était en 3e année de médecine, mais son parcours est soudainement interrompu le 15 août dernier. Auparavant, sous les talibans, les femmes ont toujours été bannies des universités. Je pense que tout pays, et en particulier l'Afghanistan, a besoin de bons médecins, notamment de femmes médecins, pour aider les autres, les femmes, mais aussi les filles. Arrivée rapidement en France, où sa grande sœur habitait déjà, elle se sent déracinée et comprend rapidement le parcours d'obstacles qui l'attend. Maintenant, je vis en France. C'est très important que je parle français pour faire de médecine, travail et communiquer avec Français. Moi, je pense qu'elle va faire son évaluation fin juillet et après, elle va continuer ses études à 2, B1, etc. pour atteindre son but. C'est beaucoup de travail, ce qu'elle est capable de faire. Fatima repense souvent à cette sombre journée où tout a basculé. Je ne pouvais pas imaginer que les talibans allaient occuper Kaboul. Le 15 août au matin, elle se rend sur son campus pour un examen. Toute l'université était silencieuse. Une de mes profs m'a dit « Fatima, il faut que tu rentres à la maison car les talibans ont pris Kaboul. » Je me suis juste mise à pleurer. Comment c'est possible? C'était la fin de mon rêve. Grâce à sa sœur, elle parvient en 8 jours à être évacuée via Abu Dhabi dans un avion français. Comme Fatima, des dizaines d'étudiantes afghanes se sont exilées en France. Parmi elles, Soraya, membre de la sélection nationale de handball, la seule équipe sportive afghane qui n'a pas pu s'enfuir du pays. En avril 2021, elle avait déjà perdu une de ses coéquipières, Nouria Tabesh, assassinée froidement chez elle. Mais après la prise de Kaboul, une lettre manuscrite de l'émirat islamique les prévient. Elles doivent tout arrêter ou seront punies sévèrement selon la charia. Soraya prend la fuite. C'est difficile de changer de pays, surtout seule. Mais j'ai noué des amitiés avec Somaya, Fardina et maintenant Fatima. Et j'espère que l'on pourra profiter de nos situations pour être la voix des femmes restées en Afghanistan et les faire entendre partout dans le monde. Fardina en blanc était médecin. Somaya à droite était-elle jeune membre du Parlement. Si leurs récits sont émouvants, elle n'en reste pas moins déterminée. L'objectif ultime pour Fatima, rentrer dans son pays libéré des talibans avec ses compétences en français et son diplôme de médecine en poche. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.